ceux qui étaient derrière Rodney, c'était l'industrie pétrolière, l'industrie militaire, tous ces consortiums. Mais je pense qu'aujourd'hui, une société comme Google, par exemple, a été très clairement pour Obama. Vraiment très clairement, hein, vous voyez sur les informations, Google a donné pour Obama, enfin, toutes les entreprises de la Silicon ont été derrière Obama. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture. Et pour eux, c'est important que les entreprises, en fait, ça va dans leur sens. Google, c'est l'ouverture, c'est ne pas faire le mal, c'est la mondialisation. Donc de toute façon, ces entreprises-là ont suivi Obama, c'est logique. Donc la nouvelle économie était derrière Obama. Puis je pense que les PME étaient aussi derrière Obama, parce que c'est différent. Je pense que ce sont vraiment les gros groupes, ce qu'on disait longtemps, les consortiums militaro-industriels, qui eux devaient vraiment supporter Rodney. Oui, en même temps, ceux qui étaient dans l'extraction du gaz de schiste étaient forcément pour Obama aussi, puisque de toute façon, l'Amérique s'est résolument engagée dans cette voie-là. Jean Rotter, peut-être un petit commentaire sur ce. Pardon, je vous mets à contribution ce matin. Non, vous ne chômez pas. On va être chômage tout à l'heure, vous ne chômez pas ce matin. Quand on parlait de ces contributions financières considérables, on sait qu'aux États-Unis, moi, là, ça n'a pas beaucoup commenté en Europe, est passé il y a quelques temps, il y a complètement déplafonné la possibilité d'aider. Avant, c'était plafonné, il y avait des jeux, je ne connais pas exactement les mesures qu'il y avait, mais c'était plafonné. Là maintenant, c'est allez, le quart de chèque plus ouvrir, vas-y, Coco. Est-ce que c'est pas quelque part un danger de perversion de l'alimentation? C'est tout le paradoxe des États-Unis, une fois de plus, entre un pays qui est en crise et qui voit aujourd'hui s'affronter deux candidats à coup de publicité, à coup vraiment les plus bas possibles en termes de propagande, de communication politique. Je crois que ce n'est pas un exemple à suivre. En tout cas, ce n'est pas un exemple à suivre chez nous en France. On sait que les plafonds, de notre côté, ont tendance à bien baisser. Moi, j'aimerais juste évoquer un autre point. Ce matin, je me disais, finalement, je pensais aux deux candidats, à la campagne qu'ils viennent de vivre aussi humainement. Ça doit être quelque chose d'assez terrible. Et là, aujourd'hui, tout s'arrête. On va commencer pour Obama sur notre piste. Son adversaire aura un avenir politique différent, mais quand même, compte tenu de l'énergie qu'ils ont dû déployer, ça doit être quelque part humainement une aventure à la fois extraordinaire et assez terrible. Et moi, je m'interroge sur la manière qu'ils ont de tenir, d'être conseillés, d'être entraînés, parce que ça devient une super machine, et ça aussi, derrière, il y a forcément des dépenses, il y a forcément des coûts de conseil qui sont absolument exorbitants. Et mais voilà, humainement, c'est pour moi une interrogation. Je ne sais pas comment il faut pour tenir. On reviendra là-dessus, Jean. Ça tombe bien que vous arrêtez là parce qu'on a Laurent qui est en direct avec nous de Détroit. Laurent, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, Skype ne marche pas, vous étiez devant votre caméra, mais on a des problèmes de réseau avec Skype. Peut-être que tout ça est largement encombré par ce qui se passe là-bas aux États-Unis. Bien sûr, alors voilà, on a Mitt Romney. Alors excusez-moi Laurent, peut-être en direct vous avez aussi Mitt Romney sur votre écran de télévision qui vient d'apparaître à son QG. Donc on va donner la priorité à Mitt Romney, on revient chez vous ensuite Laurent. Pardon de vous mettre en attente, mais c'est quand même Mitt Romney qui est avec nous. On balance Mitt Romney ainsi que le son. Je vais remercier le président Obama pour le féliciter pour sa victoire. Ses supporters, sa campagne méritent également des félicitations. Je leur souhaite beaucoup de réussite, et particulièrement au président, à leur pays et à leur pays. C'est un moment de défi pour les États-Unis et je prie pour que le président remporte le succès pour guider notre nation. Merci Paul Ryan pour tout ce qu'il a fait pour notre campagne. Et pour notre pays. Mon épouse Anne, Paul est le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie. Et je pense que son intellect, son travail acharné, contribuera à
au bien du pays. Je voudrais également remercier Anne, l'amour de ma vie. Elle aurait fait une first lady absolument merveilleuse. Elle a été beaucoup de choses pour moi, énormément, pour ma famille. Elle a touché toute l'Amérique par sa compassion. Je remercie mes fils, leurs épouses, leurs enfants, de leur travail, qui ont encaissé beaucoup de coups dans cette campagne et m'ont suivi partout, sur la piste longue et difficile de la campagne. Je voudrais remercier Matt Rhodes, de l'équipe de campagne. Ce sont des personnes qui ont fait des efforts extraordinaires, non seulement pour moi, mais également pour le pays que nous aimons. Et vous, ici, aujourd'hui, à l'équipe, des volontaires dans tout le pays, les donateurs, je pense qu'aucun effort pour notre parti n'a jamais pu se comparer à ce que vous avez fait cette année pour le Parti républicain, et je vous en remercie. Merci à toutes les heures de travail, merci pour les appels, les discours, les prières également que vous avez données profondément pour vous-même et pour le pays. Vous êtes une source d'inspiration, une source d'humilité pour moi. Vous avez été merveilleux. La nation, comme vous le savez, est à un point très critique. À une époque telle que celle-ci, nous pouvons risquer la politique mesquine. Nous devons nous mettre au travail, nous devons nous élever en tant que professeurs, que leaders. Nous devons inspirer les enfants à apprendre avec nos pasteurs, avec nos prêtres, nos rabbins. Nous devons témoigner des principes durables sur lesquels est basée notre société. L'honnêteté, la charité, l'intégrité, la famille. Pour nos parents, eh bien, en analyse finale, tout dépend du succès de nos foyers. L'emploi également est important. Nous comptons sur la population pour investir et nous regardons les démocrates en espérant qu'ils mettront le peuple avant la politique. Je crois en l'Amérique, je crois dans le peuple américain. Et j'ai concouru aux élections parce que je suis préoccupé par l'Amérique. Cette élection s'achève, mais nos principes perdureront. Je pense que les principes sur lesquels cette nation a été fondée sont le seul guide qui conviendra à faire revivre l'économie, à revivre une de la grandeur. Paul et moi-même, nous avons tout donné. Nous avons tout donné. Tout ce qu'il y avait en nous pour cette campagne, comme beaucoup d'entre vous ici. J'espère tant, j'espère énormément avoir été capable de respecter vos espoirs, mais les résultats ont parlé, et donc mon épouse et moi-même, nous prions pour le succès de Barack Obama et le succès de cette nation. Merci à tous, merci infiniment. Voilà pour cette intervention de Mitt Romney qu'on a suivi en direct. Donc le confidential call a eu lieu, l'appel de reconnaissance de la victoire de l'adversaire a eu lieu. Donc Obama est reconnu président des États-Unis par son propre adversaire, ce qui coupe court à toute incertitude. On va retrouver Laurent Loton qui est avec nous en direct de Détroit, je crois. Laurent, voilà, vous avez suivi avec nous sans doute le discours de Mitt Romney à la télévision. Je sais que vous êtes un électeur d'Obama, parce que tout simplement vous m'avez autorisé à le dire, quand on s'est parlé il y a quelques heures. Que vous inspirent ces propos de Mitt Romney qui vient de reconnaître sa défaite en direct là et qu'on voit encore sur les écrans? Je trouve assez positif et gentil dans sa défaite, donc c'est plutôt bien, plutôt sympathique. Ce qu'il a dit qui est intéressant, que j'ai remarqué, c'est qu'il, lui et Paul Ryan avaient tout donné pour
Mais en fait, c'est pas l'impression qu'il a donné quand on suivait ça avec pas dans les détails. Donc c'est intéressant de voir ça. Alors, si j'ai bien compris, vous n'avez pas l'impression qu'il a tout donné, c'est ça, j'ai bien entendu? Oui, par exemple, moi l'impression, il y a eu un débat à un moment sur ces données, ces feuilles d'impôt, enfin, toutes les données depuis 10 ans et de plus qu'il a refusé de divulguer. Ça donnait l'impression qu'il se prépare pour la défaite, de toute façon, il ne veut pas donner des tas d'informations qui... maintenant, il va retourner faire du pognon, quoi, donc ça regarde personne, hein, c'est histoire d'impôt. Alors, Laurent, on va chercher à en savoir un petit peu plus pour vous, mais on va vous mettre en contact avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est votre propre cousin, grâce à qui nous avons eu, là, qui assiste. Oui, c'est une grande famille, et puis nous, on est une chaîne de télé pas comme les autres ce matin. On met en relation les gens à travers les continents. Voilà, merci de te présenter à tout le monde ici dans la salle, et puis de dire bonjour au cousin là-bas. Bonjour, je suis Frédéric. Oui, bonjour Frédéric. Salut Laurent, merci de participer à cette manifestation. Ouais. Ça fait très plaisir de t'entendre. Frédéric, tu nous dis ce que tu fais, quand même, que tout le monde ne te connaît pas ici. Moi je travaille à Audincourt, il va falloir que j'y retourne bientôt. Je suis directeur financier d'une filiale de Forestia. De Forestia, ami de Serge Erita Ganga, et qui nous connaît bien, ton cousin, qui est déjà venu à plusieurs soirées. C'est une façon d'un petit coucou sympathique aussi de te remercier de nous avoir mis en contact avec ton cousin Laurent, avec qui on va rester maintenant. Ne pars pas tout de suite quand même. Non. Profite un petit peu du petit déjeuner avec des pancakes et tout ça. Laurent, voilà, c'est fait. On vous a mis en relation avec votre cousin, ça on y tenait quand même, parce que c'est tous les aspects amicaux de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, oui, ils ont pris. Dites-nous ce que vous faites aux États-Unis. D'ailleurs, êtes-vous de nationalité française, américaine? Est-ce que vous êtes citoyen américain? Oui, puisque vous votez. Dites-nous ce que vous faites là-bas. Ben, j'ai deux nationalités en fait. Je suis immigré. Et donc je ne voulais pas perdre la nationalité française. J'ai attendu un moment et j'ai acquis la nationalité américaine, donc j'ai les deux. Et en fait, c'était surtout pour pouvoir voter. Je travaille pour une société d'informatique et je fais du consulting, c'est-à-dire que j'aide les clients à implémenter nos systèmes. Et en ce moment, je travaille pas mal dans le secteur de l'automobile, étant basé à Détroit, et ce qui me met un peu une vue sur ce qui s'est passé ces 4 dernières années dans ce domaine. Oui, il y a eu donc Laurent, c'est pour ça que je voulais vous faire préciser votre secteur d'activité et vous l'avez fait. Juste peut-être vous préciser votre âge, comme ça, parce qu'on n'a pas Skype, on avait prévu d'être par Skype, mais le réseau Skype mondial est complètement saturé par l'élection. Donc quel âge avez-vous, Laurent? J'ai 52 ans et je regrette de ne pas pouvoir rester en pyjama, alors j'avais mis une chemise représentable. Il est vrai, Laurent, quand on avait cette conversation, il me disait, si je suis en pyjama, ça va se voir sur Skype. Alors je lui ai dit, il faut quand même que tu mettes une chemise. Voilà. Donc, Laurent, puisque vous êtes à Détroit, parce que tu es à Détroit, parce qu'allons-y, on se tutoie, bon, puisque tu es à Détroit, dans un endroit, dans un état qui était aussi un peu clé, et surtout l'automobile a historiquement une importance considérable, a toujours eu une importance considérable. Est-ce que tu penses que le fait que Obama se soit beaucoup battu pour l'automobile, à l'instar de beaucoup de pays, de présidents du monde d'ailleurs, depuis cette crise de 2008, a pu jouer pour que les gens se disent finalement, il n'a pas réussi, il n'a pas tout réussi le garçon, mais il a quand même fait le job, il a essayé de préserver nos emplois. Parce que je crois que là-bas aux États-Unis, une des principales motivations des électeurs, c'était job, c'est-à-dire les emplois. Oui, ben ça a fait une différence, hein, c'est certain. Le fait qu'Obama se soit impliqué dans le sauvetage de GM et Chrysler, c'est déjà une chose. Le fait qu'au même moment, Romney avait pris position contre, et donc on ne l'a pas oublié. Et le fait même qu'il y a quelques jours, même il commençait à raconter des histoires sur Chrysler qui allait être vendu aux Chinois, des histoires un peu invraisemblables, ça n'a pas joué en sa faveur, donc ça c'est sûr. Il faut savoir que Romney, il est né au Michigan, son père a été gouverneur du Michigan. On se souvient de Romney ici. Il aurait dû gagner le Michigan s'il avait eu chance. Comme ça, je le voyais, moi. Hervé, qui est mon compère d'animation ce matin, veut te poser une question, Laurent. Oui, bonjour, je voulais vous Oui. poser une question. Justement, je voulais
Voilà. Et je voulais revenir sur ce que vous venez de dire. Justement, Mitt Romney est né à Détroit et il a eu cette fameuse phrase en disant laissez Détroit faire banqueroute. Je veux savoir comment était encore perçu et quel était le poids de cette, d'après vous, quel était le poids de cette phrase dans l'élection? Dans le Michigan, dans l'État de Michigan et dans les États limitrophes, hein, en Indiana, mais surtout en Ohio, ça a eu un poids énorme. Ça a résonné très fort, les gens n'ont pas oublié. Les démocrates se sont fait forts de le rappeler pendant leur convention il y a quelques semaines. Non, ça a eu un impact. Hein. Oui, et ça a eu un impact d'autant plus fort que Sébastien à mes côtés me souffle le résultat final du Michigan, qui est largement démocrate ce matin, 54-43 contre 47-01. Là, le gap est énorme, alors. Oui. Ça, c'est pas trop une surprise, parce que de toute façon, c'est pas uniquement sur ces petits détails-là que se font les élections, c'est surtout, il faut voir tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, mais c'est quand même assez intéressant. Dans un État, il y a 2 ans, les républicains ont pris le contrôle total du Michigan, ils ont tout, le gouverneur et les 2 chambres, et même avec ça, ils n'arrivent pas à donner l'État à Romney. Laurent, une de nos correspondantes tout à l'heure à Philadelphie, qu'on va sans doute essayer de retrouver avant qu'elle s'endorme au bord de son canapé, puisqu'on lui a promis de la retrouver dans 10 minutes. Une de nos correspondantes à Philadelphie tout à l'heure nous parlait de l'importance du vote hispanique. Alors, un petit mot de ta part, toi qui vis aux États-Unis, tout au nord des États-Unis, c'est sans doute moins prégnant qu'au Texas, au Colorado ou dans d'autres États, mais est-ce que le vote hispanique a réellement, comme elle nous le disait, fait basculer de façon importante? Ils ont voté à 73% pour Obama. Mais est-ce que cette composante-là a aussi été une des principales composantes de la réélection de Barack Obama ce matin? Ah ben ça, je suis sûr. Hein. Je regardais encore les sondages ce matin. La Floride était encore rose pâle, oui. C'est-à-dire à tendance républicaine. Et pour moi, c'est un peu une surprise de voir qu'ils sont passés du côté démocrate. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'incertitude en ce moment sur qui est réélu. Avec l'Ohio et la Floride, il n'y a aucune incertitude. Donc ça, c'est un peu une surprise. Et ça, c'est évidemment le vote hispanique qui a fait la différence. Est-ce que pardon de te couper, mais selon tes informations, la Floride aurait voté Obama? Parce que pour nous, sur les sites officiels, on est encore à 49, c'est vrai qu'on est à 49,9 et 49,2, c'est serré quand même encore en Floride. Est-ce que tu as des informations là-bas aux États-Unis sur le vote de la Floride? Il m'a semblé voir tout à l'heure, tu disais que la Floride était pour Obama, mais aussi le sondage a basculé ce matin. Voilà. Les derniers sondages en Floride donnaient, les sondages d'avant-vote donnaient 48,8 pour Obama et 49,2 pour Romney, et le sondage aurait basculé au tout dernier moment. Oui, il disait que on verra quand je me réveillerai dans quelques heures, mais il disait que le plus gros comté à décompter les votes, c'était celui de Miami, et qu'il y a très forte concentration hispanique, et que ce serait un bastion d'Obama. Bon, maintenant, si tu es très intéressé par le résultat de la Floride, on peut t'appeler nous dans 2-3 heures, il n'y a pas de souci, on peut te donner. Hein. Mais ça me rappellerait plutôt l'année 2000, quand j'étais allé me coucher en pensant que la Floride était pour Gore, et on s'est réveillé le matin avec la gueule de bois. Tu vas être étonné, Laurent, comment on est équipé ici, parce que mon ami Sébastien, qui suit sur les sites américains, c'est un génie de l'informatique, ce garçon, il te donne en direct le résultat du Miami-Dade County dont tu parlais. Il a voté, alors après 89% du dépouillement, donc on peut penser que ça ne va pas basculer. Pour l'instant, c'est Obama 62,1 et Romney 37,5. Les autres, puisqu'il y a d'autres candidats, 0,4, donc ça compte pas. Donc tu vois, on est bien équipé, entreprise et médias. Hein. Si tu as un problème, tu nous téléphones. Voilà, donc a priori, je crois bien qu'ici, ils ont dit que ça serait la Floride pour Obama. D'accord. Moi, j'ai une autre question à te poser encore, parce que je ne voudrais pas te faire veiller trop tard, mais si on peut peut-être se rappeler dans une vingtaine de minutes, peut-être avant que tu sombres dans le sommeil, là-bas. Il y a eu un fait important qui a été, à mon avis, sanctionné par les électeurs. Mitt Romney est l'ancien gouverneur du Massachusetts, qui est un des États du nord-est des États-Unis,
qui est en train de chercher, c'est plus par là, parce qu'il est fort en informatique, mais la géo-américaine, c'est pas tout à fait le truc. Voilà, ça y est, on y est. C'est une blague, on se blague là. Donc, redonnons sérieux, Laurent, c'est l'ancien gouverneur du Massachusetts, un État traditionnellement démocrate, qui reste démocrate. Ce gouverneur du Massachusetts, qui était Mitt Romney, avait adopté, je ne sais pas si on appelait ça là-bas le Romneycare, mais sans doute que oui, ce système de mutuelle. Il faut dire à nos auditeurs ce matin que ça n'a rien à voir avec notre sécu, mais pour aux États-Unis, pour les États-Unis, ça évite à un pauvre d'avoir à montrer sa carte bleue dans un dernier râle avant d'aller se faire charcuter sur la table d'opération. Voilà, je le dis comme ça, au moins c'est clair. Et il avait monté le Romneycare, qui était donc un progrès là-bas. Et puis, il n'est plus gouverneur aujourd'hui, il est d'ailleurs plus rien aujourd'hui, voilà, et dans sa campagne, il avait violemment contré l'Obamacare, qui était le système de santé que Obama a eu beaucoup de mal à imposer aux États-Unis. C'est une de ses promesses électorales. Il avait fini par y arriver, même s'il n'avait pas tout obtenu à ce sujet. Est-ce que cette espèce de duplicité politique n'a pas été aussi ce soir sanctionnée? Parce que quand même, il ne faut pas déconner, quoi. Quand on est gouverneur du Massachusetts, qu'on impose une mutuelle et qu'on la refuse au niveau national au reste en termes de préconisation électorale, ça ne fait pas très sérieux quand même. Bah oui, comme tu dis, ce genre de duplicité, c'est pas bien passé, c'est évident. Bon, il a essayé de s'en sortir de façon... il a essayé de s'en sortir en disant que en fait c'était une solution pour les États et pas pour le fédéral, mais c'est vraiment pas passé comme une bonne réponse. Mais cette question, comme toutes les autres questions de Romney, parce qu'il a été pour et contre des tas de trucs à la fois ou successivement, tout ça c'est... Il y a beaucoup... Ça, à la limite, ça peut changer quelques esprits de quelques indécis, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'indécis. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens du côté républicain qui étaient par principe donc contre tout ce qu'a fait Obama. Donc, ils votaient pour celui qui serait contre Obama, quoi qu'ils disent. Et tous ceux qui sont partisans d'Obama étaient déjà convaincus sur le fait sur la duplicité de Romney. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Laurent, est-ce que tu acceptes de veiller encore une petite vingtaine de minutes pour qu'on te rappelle au téléphone? Tu n'es pas obligé de dire oui. Bon, je veux bien encore une vingtaine de minutes, mais après demain, il y a école quand même. Promis, d'accord. Merci pour ton intervention, Laurent. On te rappelle très très vite parce que j'aimerais avoir ta réaction peut-être après le discours d'Obama qu'on attend. C'est en fait ça que j'attends puisque c'est insupportable. D'autres informations, Hervé? Oui, alors on a le vote des femmes qui est à 55% pour Obama. Et les hommes à 52% pour Romney. Voilà, c'est une information qui ne changera pas grand-chose, mais qui est intéressante. Mais il y a quand même plus... on peut peut-être rappeler Claudie, oui, avant qu'elle s'envole complètement sur le canapé. Voilà, et puis on a même une américaine, Jacqueline, qui est avec nous aujourd'hui. Donc si vous acceptez, on peut faire une petite interview avec, mais tout à l'heure, vous restez avec nous. Parce que ça, c'est la bonne surprise du jour, c'est parfait. Moi, je voudrais avoir une réaction par rapport à ce que vient de dire Hervé avant qu'on joigne tout ça. On est un peu en train de switcher de tous les côtés, là, mais par rapport à ce que disait Hervé, est-ce que l'aspect séduction, parce qu'Obama, c'est quand même la classe pour les femmes, c'est une évidence. Moi, je suis une femme, je suis amoureux de ce gars, quoi. Il est félin, il est classieux, il a le feeling good quoi, avec tout le monde. Est-ce qu'une femme peut répondre? Avant qu'un homme peut y répondre. Je vais faire un peu l'avocat du diable, puisque Romney est comme un dieu. C'est vrai. Non, mais on peut peut-être y passer un petit peu là-dessus. Est-ce qu'une dame qui est volontaire pour nous confier son sentiment personnel, Francine l'aurait fait volontiers, mais elle ne peut pas passer le micro et parler en même temps. Valérie. Voilà, Valérie, on va aller, Valérie que tout le monde connaît. Voilà. Valérie, dis-nous un petit peu sur cette question. Elle est mineure par rapport au reste, mais quand on sait quand même, je ne sais pas si ça peut être mesuré, que tant les hommes que les femmes d'ailleurs, le look, la présentation, l'attitude, la smart attitude, ça compte quand on vote pour quelqu'un. Les hommes sont aussi comme ça. Dis-nous tout là-dessus. Bon, la première impression, c'est vrai qu'il y a... tout le monde marche à la séduction. Je pense que c'est pas plus les femmes que les hommes. Après, il est vrai qu'Obama, c'est une réflexion, c'est pas de moi, mais je l'ai entendu hier, elle est quand même assez juste.
peut-être que symboliquement, cet homme a un aspect plus féminin et plus aussi dans l'ouverture, dans l'attitude. Et je pense que c'est plus ça qui a joué. Je pense que les propos un peu fascistes, et puis sur le viol, sur les agressions, sur l'avortement, ont peut-être plus joué en sa défaveur, parce que les propos semblaient sans limite. Après que la séduction joue, c'est vrai que pour une fois, contrairement à l'an dernier, il y avait une égalité pratiquement en termes de séduction. Je ne pense pas que ça soit ça qui ait fait la différence. Mais les propos ont franchement fait la différence. Ouais. Bon. On reviendra sur ce que tu évoquais, c'est-à-dire tous ces problèmes qui relèvent de l'ordre moral, etc. On y reviendra parce que c'est effectivement très important dans l'élection. On peut peut-être poser la question à Jean Bruckner, alors peut-être pas spécifiquement sur Romain Bruckner, hein, mais sur l'importance de l'aspect physique et du ressenti par rapport aux électeurs. Par exemple, une barbe ou pas de barbe, des choses comme ça. Certaines fois, ça se travaille. Un jeans, pas de cravate, sympa. Voilà, j'ai une journée sans rendez-vous officiel, en décontracte, voilà. Mais non, ça joue énormément. Et je crois qu'en tout cas, les électeurs là-dedans, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est vrai que vous ne mettez pas une cravate pour certaines occasions, on ne va pas vous faire la remarque. Vous êtes un petit peu négligé, on va vous faire la remarque. Inversement, vous avez une allure tout à fait correcte, peut-être dans la séduction, on fera la remarque aussi. Donc oui, mais ça joue forcément, ça joue, et je suis assez d'accord avec vous, il n'y a pas plus de séduction masculine que féminine. On sait en jouer, on en joue, il faut être honnête. Je crois que ça a un intérêt, on ne va pas aller dans une assemblée de personnes âgées comme on irait dans une assemblée de jeunes, on ne va pas apparaître à la télé de manière complètement débraillée. Enfin voilà, il y a un certain nombre de codes qu'il faut respecter. Et aux États-Unis, plus que jamais, je crois que c'est une élection extrêmement codifiée. Dans tout, c'est très strict, c'est au millimètre près. Et on voit même, regardez en France, la dernière élection présidentielle a bien montré là aussi que ces codes étaient extrêmement importants. Regardez la disposition là aussi des scènes, comment est-ce que souvent on fait apparaître le candidat, comment on en joue forcément. D'accord. On revient sur ces aspects-là, mais on a Claudie qui nous attend, je crois qu'elle est Philadelphie, c'est ça Claudie, voilà, c'est ça Claudie, vous nous entendez ? Oui. Oui, pardon de vous avoir fait veiller un petit peu tard, là, ça sera notre dernière intervention. Comme nous, je suppose, vous attendez le discours d'Obama, puisque Mitt Romney vient de reconnaître sa défaite. Il l'a fait sans doute au téléphone avec le président élu et juste après sur la scène de son quartier général. Vous attendez, avant d'aller vous coucher, vous aussi, le discours d'Obama ? Je vais encore attendre un petit peu, mais si ça tarde trop, donc je vais aller me coucher. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il est élu, et puis voilà. Est-ce que vous avez eu des manifestations de cette élection? Vos amis vous ont appelé, vous avez tweeté, vous avez envoyé des mails? Une chose qui est intéressante cette année par rapport à aux dernières élections, il y a 4 ans, on était un groupe d'amis, etc., etc. Il n'y avait pas du tout cette année le même sentiment de... les gens étaient moins enthousiastes. Bon, c'était les élections, mais il n'y a eu aucun effort parmi les gens avec qui je travaille pour former un groupe, regarder les résultats des élections ensemble, etc. Oui, c'était la dernière fois, il y avait une ambiance un petit peu finale de Coupe du Monde, alors que cette fois-ci, c'était retombé. Mais bon, il faut dire que aussi, la dernière fois, l'enjeu était symboliquement incroyable, quoi. La dernière fois, il y a 4 ans, on pile date pour date, jour pour jour. Exactement, oui. C'est un noir qui pouvait devenir pour la première fois président des États-Unis. Voilà, et puis je pense que, bon, il y a eu aussi, bon, les gens, oui, la crise, etc. Et puis en particulier dans le coin où on est, avec cet ouragan qui a fait fort la semaine dernière, les gens ont autre chose à faire qu'à faire une petite fête en regardant la télé pour regarder les résultats des élections. Ils sont chez eux à essayer de réparer les dégâts, etc., etc. Donc l'ambiance n'est pas du tout, pas trop la fête en ce moment par ici. Hein. Voilà, ça tombe bien que vous parliez de samedi, parce que je voulais vous en parler justement avant que vous puissiez aller vous reposer, puisque c'est la nuit là-bas, je répète, il est quelle heure là-bas à Philadelphie?
Il est 1h15. Ah oui, quand même, il va falloir y penser. Hein. Voilà, donc on va quand même pas vous retenir trop longtemps, mais ici en France, on a eu bien entendu les reportages, on a vu les reportages sur l'ouragan Sandy qui a ravagé New York, le New Jersey et le nord-est des États-Unis en règle générale, mais on n'a pas eu peut-être toutes les informations, et Philippe Labro, que j'ai interviewé à 48 heures, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans un extrait tout à l'heure, nous a attiré notre attention sur le fait de dire cet ouragan Sandy a eu une importance considérable aux États-Unis, à la fois par rapport à ses ravages, évidemment, par rapport aux souffrances qu'endurent les gens. Il y a une vague de froid qui, paraît-il, arrivée sur New York. Il y a encore des milliers de gens qui ne savent pas où habiter aujourd'hui. Il y a encore de l'eau qui n'a pas été rétablie, des quartiers où il n'y a encore pas d'électricité, encore aujourd'hui. Hein. Mais ça, Philippe Labro se posait la question de se dire, est-ce que ça ne va pas être le petit coup de pouce du destin, enfin ça serait passé bien entendu, le petit coup de pouce du destin qui aura fait switcher un petit peu certains électeurs en faveur de Obama. Rappelons quand même que le gouverneur du New Jersey, qui était à tendance républicaine, s'est trouvé d'un coup fou amoureux d'Obama quand il a vu le président arriver avec son blouson, et c'était quand même notable ça. Est-ce que Sandy, cet événement catastrophique, dont on se serait bien passé, bien entendu, a pu jouer sur le résultat de l'élection? Bon, ça a joué, je ne sais pas, mais il y a eu, ici, d'un côté, il y a eu des gens qui ont de la difficulté à aller voter plus loin. Enfin, moi, je suis assez loin de la côte, je suis à peu près à 1 heure de la côte. Mais il y a eu des répercussions très loin à l'intérieur des terres. Il y a eu des gens qui ont... vous m'entendez là? Ça y est, on vous a entendu, on a eu peur de le perdre, mais on vous a retrouvé. Bon, et d'un côté, c'était très difficile pour certaines personnes pour aller voter, mais c'est un peu comme si l'ouragan les avait... ils se sentaient à devoir d'aller voter. Il y a des gens qui ont fait des exploits pour pouvoir aller voter. Vraiment, il y avait une appétence pour le vote. Qui sont allés à pied, qui ont pris des autobus, etc., pour pouvoir aller voter. Il y a eu un gros effort pour mettre des tentes là où les bureaux de vote avaient été inondés, etc., Et comme dans les catastrophes, en général, il y a eu une espèce une solidarité, un espèce de mouvement en avant, je ne sais pas, D'accord. Et dans les zones très sinistrées. Ici, on a été affecté, on a le puits courant, il y a des gens qui n'ont toujours pas de courant dans le coin, mais c'est très bizarre. Il y a des gens qui étaient dans de grandes difficultés, qui trouvaient le moyen d'aller voter. Sur le campus ici, je crois que tous mes collègues sont allés voter. D'accord. Claudie, je vous remercie beaucoup d'avoir été très patiente et vous devez avoir un petit peu sommeil en ce moment. Donc, comme vous êtes enseignante, il va falloir être fraîche et pimpante devant les élèves demain matin. C'est dans peu de temps pour vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition. Je pense que ça mène quelques applaudissements de la part de toute la salle. Beaucoup de gens sont ici avec nous pour suivre tout ça. Claudie, merci. À très vite. Je vous en prie. Au revoir. Et bon courage pour demain matin. Voilà. Il y a une dépêche qui est passée sur iTélé, mais on n'était pas à l'image et c'est pas la peine de la mettre. C'est une simple dépêche qui est passée. Ça, c'est aussi si les États-Unis, peut-être ça va être une réaction de Jean Rodner là. En pleine nuit électorale, on vient d'apprendre qu'un condamné à mort de 56 ans a été exécuté en Oklahoma ce soir. C'est anecdotique par rapport à l'élection, bien entendu, mais ça c'est l'Amérique. Le pragmatisme, Jean? Oui, c'est les États-Unis. Oui. Parce qu'on dit que la vie continue. Oui, la vie continue. Ce show must go on, on pourrait dire. Ouais, c'est un petit peu ça. Et pourtant, les défis des États-Unis sont quand même de cet enjeu-là. C'est sur la société. Il y a des défis majeurs quand même pour Obama. On parle peu, on aborde ça avec le vote hispanique, mais derrière, aux États-Unis, c'est 12 millions de personnes en situation illégale. C'est effectivement l'assurance sociale
pour les plus faibles, pour les plus pauvres, c'est la prise en charge des personnes âgées. Tout ça, c'est des défis aujourd'hui qui reviennent à Barack Obama, avec quand même quelque chose de majeur qui va débuter aujourd'hui pour se finir en janvier, c'est tout ce qui est accord budgétaire et règlement de la dette aux États-Unis, où là, on va avoir des semaines de négociations avec effectivement une Chambre des représentants et un Sénat qui ne sont pas du même bord politique avec le président. Il va y avoir des négociations. L'un prône l'augmentation des impôts pour les plus riches. Naturellement, le camp républicain va expliquer que non. Et donc, il va y avoir cette fameuse transaction, on ne connaît qu'aux États-Unis, là aussi, l'accord et une négociation entre les deux camps. C'est assez surprenant. Alors oui, ça va, effectivement, on voit the show must go on, effectivement, et c'est tout le débat, là aussi, autour de la peine de mort. C'est le débat autour du mariage homosexuel. Et visiblement, il y a 3 États aux États-Unis qui se prononcent aujourd'hui pour. Voilà, c'est effectivement les États-Unis, terre de contraste plus que jamais. Et la vie continue. Mais pour faire un parallèle, parce que cette question, évidemment, je l'ai vu passer à la dépêche, donc j'en parlais aux politiques en tout premier, mais si on se reporte 30 ans en arrière chez nous, on aurait quand même mal vu quand même je sais plus, le 6 mai ou le 11 mai 1981, dans la nuit du 10 au 11 mai, alors que Giscard était encore président et venait juste d'être battu par François Mitterrand, on a du mal à imaginer que la guillotine tombait dans une prison française. Bien sûr, comme on a du mal à imaginer que Google fait une campagne électorale en France à un homme politique, et c'est exactement la même chose. C'est vraiment tout ce paradoxe-là. C'est un monde étrange, c'est un monde qui vous est extrêmement éloigné, qui a ses codes, qui a ses valeurs, qui sont, heureusement, me semble-t-il, pas forcément les valeurs que nous partageons en Europe, et tant mieux, parce qu'on a à bâtir là aussi une société un petit peu différente. Ceci dit, avec l'esprit caustique qui nous anime à l'entreprise des médias, Google n'a pas payé de campagne à nos politiques français, peut-être que L'Oréal l'a fait, on ne sait pas. C'est pas une question que je vous pose. Ça ne me gêne pas. Non, mais je dis franchement, il faut regarder, c'est ça, c'est juste une réflexion. Au moins là-bas, c'est cash, quoi. C'est-à-dire que les dollars s'affichent sur Internet, on connaît. Voilà. En France, c'est peut-être moins clair. C'est peut-être moins clair, c'est un système, je l'espère, qui tend petit à petit à disparaître. On peut parler effectivement du soutien de certains grands groupes, à droite comme à gauche d'ailleurs, du soutien donné de la France-Afrique, de l'inversement des rôles entre la France et l'Afrique en termes de soutien et d'encouragement à certaines campagnes. Oh là, ça c'est clair, ça c'est des phrases jusqu'à Mulhouse, cette affaire-là, la France-Afrique. Bon, alors... On a en ligne quelqu'un qui nous appelle de Floride, enfin qu'on a appelé de Floride. Oui. C'est Madison Rittenhouse. Ah, Madison, que je connais bien. Madison, est-ce que tu nous entends? Madison? Allô? Allô? Je suis là. Oui. Je suis là. Comment vas-tu, Madison? Ouais, je vais bien, et toi? Ça va, merci. Alors, je sais, il est quelle heure là? Il est très très tôt pour toi ce matin. 1h30. 1h30. Alors, je précise, Madison est une jeune étudiante. Elle vient de rentrer à l'université de Floride. Elle a passé une année à Mulhouse. Je crois que tu as gardé des bons souvenirs quand même. Allô? Alors, je suis là. Oui, je disais que tu as gardé des bons souvenirs de Mulhouse, j'espère. Ouais. Je sens que l'interview de Madison va être un peu rock'n'roll. Donc Madison travaille beaucoup, elle vient de rentrer, c'est sa première année à l'université, et elle vient de voter pour la première fois. C'est la première fois que tu votes aux élections, enfin que tu votes tout court. Et je voudrais savoir un petit peu comment s'est passée cette élection pour toi dans ton université de Floride. L'ambiance en Floride? Oui, l'ambiance pour les élections. Ouais, il y a quelques moments, je regardais à la télé, on était un État bien proche dans le sondage, et toujours on disait pendant des heures, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est vraiment parce que l'État est super diversifié. Dans le sud où j'habite, il y a beaucoup de latinos et qui vont pratiquement voter pour Obama parce qu'il est moins strict avec les lois concernant les immigrés. Mais par contre, dans le nord, c'est plutôt la vieille génération qui ne voulait pas que Obama gagne la première fois. Alors, qui ne voulait pas des changements énormes et où il y a beaucoup plus des gens qui sont religieux. Alors, on dirait que beaucoup de monde
ce soir vont être déçus et beaucoup de monde vont être super contents, mais en fin de compte, on savait que Obama avait gagné parce que à la fin, elle est plus associable et elle est plus fiable, à mon avis. Alors tu m'expliquais qu'effectivement il y avait une grosse différence dans les votes, justement dans le sud où il y a plus d'émigrés, notamment à Miami. Et je voulais savoir comment se passait. Exactement. Ouais. Comment les gens de ton âge, donc autour de 20 ans, ont perçu cette élection. Et est-ce qu'ils ont voté plus pour Obama ou plus pour Romney? Comment sont les gens autour de toi? Oh, la jeunesse. En fait, c'était les jeunes qui vont voter pour Obama, pratiquement tout le monde, parce qu'il est plus moderne, il est plus associable, spécialement à propos des femmes, parce que des choses, la plus soit gratuite pour les femmes, ils ont fait la France, et par contre, Romney veut que l'avortement soit pas légal, et en prenant les droits de femmes, des jeunes femmes qui perdent déjà beaucoup de votes, et d'ailleurs, Obama il supporte le mariage du même sexe et des choses comme ça. Alors la jeunesse, la nouvelle génération, ils votent plus pour Obama parce qu'ils ont quoi voilà. Est-ce que tu as participé toi-même à la campagne là-bas? Est-ce que tu t'es investi? Est-ce que tu t'es investi dans la campagne, Madison, toi-même? Alors, j'entends vraiment pas. Alors, peut-être avec le micro d'Hervé. Est-ce que tu t'es investi toi-même dans la campagne, pardon? Est-ce que toi-même tu as... Oui. Est-ce que tu as compris la question? Ah, manifestement, je suis désolée. En fait, on voulait savoir si toi-même tu avais participé à des événements pour soutenir Obama, ou bien est-ce que tu t'es contenté de suivre ça avec tes amis simplement? Est-ce que j'ai participé dans les événements? Ouais, on a un petit problème de liaison. La question, enfin, on la répète une dernière fois, si c'est pas grave, sinon. Est-ce que tu t'es investi, toi, dans la campagne? Est-ce que tu as fait la campagne pour Obama? Tu as collé des affiches, relayé des tweets, etc. Est-ce que tu t'es investi dans la campagne? La campagne? Dans la... Est-ce qu'elle est C'est-à-dire en anglais. militante? Est-ce que tu es une militante d'Obama? Est-ce que tu as participé à la réélection d'Obama? Est-ce que tu as fait des actions concrètes? Est-ce que j'ai voté pour Obama? On va pas y arriver, mais c'est On va passer à une autre question. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment s'est passé le vote quand tu as été voté? Parce qu'on disait tout à l'heure que le bulletin de vote faisait 12 pages et qu'il y avait énormément de choses qui concernaient les élections et pas uniquement les élections du président. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe le vote avec ce gros bulletin? Avec les... Non, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, on va remercier Madison peut-être. Ouais, Madison. Madison, tu nous entends toujours? Ok. C'est un peu compliqué. Madison, on te remercie beaucoup d'être resté réveillé. Je suis désolée pour la connexion. Non, c'est pas grave, demande-lui peut-être juste si elle va se coucher ou si elle va en boîte de nuit. Est-ce que tu vas te coucher là, ou est-ce que tu vas faire la fête? Je peux t'envoyer le message sur Facebook. Je crois qu'on n'entend plus bien. On entend plus bien, il faut arrêter cette connexion effectivement qui est... Merci Madison. Merci Madison. Voilà. Bye bye. Salut. En même temps, le temps d'établir la connexion avec Laurent, là, parce qu'on ne veut pas le laisser trop longtemps debout lui aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le décalage horaire quand même. Une autre dépêche qui est passée tout à l'heure et que je disais, c'était que la Floride, en même temps qu'elle s'apprête, c'est pas encore officiel à voter Obama parce que ça reste serré, mais je pense que la Floride va basculer dans le camp des Bleus. La Floride, en même temps, a maintenu le financement public pour l'avortement.
C'était une des questions. Et c'était pas gagné là-bas non plus. Hein. C'était une des questions qui était le long bulletin de vote. Hein. Est-ce que l'avortement doit être financé par l'argent public en Floride? C'est État par État que ça fonctionne là-bas. Ah voilà, on aura la réaction de Laurent dans quelques instants parce qu'à la télévision, vous le voyez, arrive le vainqueur, Barack Obama, avec sa femme Michelle, ses enfants, à la convention, mais non, c'est à son quartier général de Chicago. Voilà la famille américaine réunie. On se souvient de ces images il y a 4 ans qui avaient effectivement, comme on nous l'a fait remarquer tout à l'heure, comme Claudine nous le faisait remarquer tout à l'heure, une puissance émotionnelle beaucoup plus forte qu'il y a 4 ans, puisque c'était pour la première fois qu'un président américain noir était élu président des États-Unis. Alors, on distingue le prompteur, là d'ailleurs, c'est tout à fait drôle, on décodait la communication avec Jean tout à l'heure, mais il a un prompteur, mais je pense qu'il va la jouer en dehors des lignes qui auront été écrites par ses spin doctors, c'est-à-dire ses conseillers en communication. Voilà, on l'espère en tout cas. Voilà, toujours si smart, hein, toujours si séducteur, comme on le relevait. Le nouveau président des États-Unis, le 44e président américain réélu, va prendre la parole. Va prendre la parole dans quelques instants devant ses supporters, on l'écoute. Très régulièrement, tel un métronome, pour lire son discours. Autant que c'est un président qui aime rester dans le script. Il est heureux mais ému aussi, hein, pendant la journée. Les deux, mon capitaine. Allez, écoutons Barack Obama. Merci. Merci. Merci infiniment. Ce soir, plus de 200 ans après qu'une ancienne colonie ait acquis le droit de déterminer elle-même son destin, la tâche de perfection de notre union avance encore. Elle avance grâce à vous. Elle avance parce que vous avez réaffirmé l'esprit qui a triomphé de la guerre et de l'oppression, l'esprit qui a réussi à relever ce pays des profondeurs du désespoir, la conviction que nous pouvons tous poursuivre nos rêves individuels. Et la famille américaine s'est rassemblée comme un peuple et une famille. Ce soir, dans cette élection, vous, le peuple américain, vous nous avez rappelé que même si notre rôle a été difficile, même si notre voyage a été long, nous avons réussi à nous relever. Nous avons retrouvé nos marques. Et nous savons au fond de nos cœurs, aux États-Unis d'Amérique, que le meilleur reste à venir. Je voudrais remercier tous les Américains qui ont pris part à cette élection. Que vous ayez voté pour la toute première fois ou que vous ayez fait la queue pendant très longtemps. D'ailleurs, il va falloir qu'on trouve une solution. Que vous ayez voté en faisant la queue sur le trottoir ou par téléphone. Que vous ayez eu une pancarte pour Obama ou pour Romney, vous avez fait entendre votre voix, vous avez fait une différence. Je viens de parler avec le gouverneur Romney et j'aimerais le féliciter ainsi que Paul Ryan pour leur campagne durement menée.
Nous avons mené une bataille féroce car nous aimons profondément ce pays et parce que nous nous inquiétons vraiment, nous nous soucions vraiment de son avenir. Et la famille Romney a choisi de rendre quelque chose aux États-Unis pour le service public et c'est quelque chose que nous devons saluer et applaudir ce soir. Dans les semaines à venir, je serai également ravie de parler avec le gouverneur Romney pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour faire avancer notre pays. J'aimerais remercier mon ami et partenaire pour les 4 dernières années, le meilleur vice-président dont l'Amérique pourrait rêver, Joe Biden. Et je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans la femme qui a accepté de m'épouser il y a 20 ans. J'aimerais le dire publiquement, Michel, je ne t'ai jamais aimé plus qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais été plus fière de voir également le reste des États-Unis tomber amoureux de toi en tant que First Lady des États-Unis. Sacha et Melia, sous nos yeux, vous êtes en train de grandir pour devenir de jeunes femmes belles et talentueuses, tout comme votre mère. Je suis tellement fière de vous. Mais je dirais qu'on va peut-être s'arrêter à un chien quand même. Et à la meilleure équipe de campagne et aux meilleurs bénévoles de l'histoire des États-Unis, les meilleurs. La meilleure qu'on ait jamais connue. Certains d'entre vous ont été à mes côtés dès les tout débuts. Et vous faites tous partie de notre famille. Quoi que vous fassiez, à partir de maintenant, nous avons changé l'histoire ensemble. Et vous aurez pour toujours ma profonde gratitude. Merci d'avoir toujours cru en nous. Merci de nous avoir aidés à surmonter toutes les montagnes, traverser toutes les vallées. Vous m'avez soutenu sur tout ce chemin et je vous en serai toujours reconnaissant pour tout ce que vous avez fait et pour tout le travail fabuleux que vous avez accompli. Je sais que les campagnes politiques semblent parfois petites ou ridicules. Et on nous a dit que la politique n'est rien d'autre qu'un concours d'ego ou des hommes qui ont des intérêts spéciaux. Mais si vous pouvez parler aux personnes qui ont organisé nos meetings, les personnes qui ont travaillé dans des bureaux de campagne très loin de chez eux, vous découvrirez quelque chose si vous parlez à ces personnes. Vous entendrez la détermination dans la voix de ces jeunes personnes qui veulent s'assurer que tous les enfants aient l'opportunité de faire des études tout comme eux. Vous entendrez la fierté dans la voix des bénévoles qui font du porte-à-porte, car ils ont réussi à accomplir un travail remarquable. Vous entendrez le patriotisme
des conjoints et conjointes des bénévoles et des conjoints des militaires qui ne doivent jamais se battre pour trouver un emploi. C'est pour cette raison que nous faisons ce que nous faisons. C'est ce que la politique peut être. C'est pour cette raison que les élections sont importantes. Ce n'est pas quelque chose de petit, c'est énorme. C'est important. La démocratie dans un pays de 300 millions d'habitants peut être compliquée. Nous avons tous nos opinions, nous avons tous nos croyances les plus profondes. Et lorsque l'on traverse des périodes difficiles, lorsque l'on prend de grandes décisions en tant que nation, évidemment, cela réveille des passions, des polémiques. Et cela ne va pas changer après ce soir. Et cela ne devrait pas être le cas. Ces différends que nous avons sont la marque de fabrique de notre liberté. Et il ne faut pas oublier que, à l'heure où nous parlons, des personnes dans d'autres nations risquent leur vie pour avoir la liberté d'exprimer leurs différences, d'exprimer leur choix comme nous l'avons fait aujourd'hui. Mais malgré toutes nos différences, la plupart d'entre nous partagent certains espoirs pour le futur de notre nation. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays où ils ont accès aux meilleurs enseignants, aux meilleures écoles. Un pays qui respecte son héritage de nation, de la découverte et de la technologie avec toutes ces entreprises. Nous voulons que nos enfants vivent dans une Amérique qui ne supporte pas le fardeau de la dette, qui ne supporte pas les inégalités, qui ne supporte pas le pouvoir destructeur d'une planète qui se réchauffe. Nous voulons transmettre un pays qui est sûr, respecté, admiré de par le monde. Un pays qui est défendu par la meilleure armée du monde et les meilleures troupes que le monde ait jamais connues. Mais également un pays qui avance avec confiance en cette période de guerre pour trouver une paix qui doit respecter la dignité de l'être humain. Nous croyons en une Amérique généreuse, une Amérique qui fait preuve de compassion, une Amérique ouverte aux rêves des enfants d'immigrés qui peuvent étudier. Des enfants dans les rues de Chicago qui croient à un avenir meilleur. Aux personnes qui grandissent en Caroline, qui veulent devenir un entrepreneur ou un diplomate ou un ingénieur ou même un président. C'est le futur que nous espérons pour nos enfants. C'est la meilleure vision que l'on puisse partager. C'est là, dans cette direction, que nous devons avancer. C'est dans cette direction que nous devons aller. Nous aurons des désaccords, parfois profonds, sur la façon dont nous devons avancer. Et depuis plus de 2 siècles, le progrès ne sera pas linéaire, ne sera pas un chemin tranquille. Et en reconnaissant nos espoirs communs, nous n'allons pas résoudre tous nos problèmes. Et nous n'allons pas remplacer le travail du consensus. Nous devons faire des compromis pour faire avancer notre pays. Et nous devons savoir ensemble par où nous devons commencer. Notre économie se relève. Une décennie de guerre s'achève. Les jours les plus difficiles sont terminés. Et
que vous ayez voté pour moi ou non, je vous ai écouté. J'ai appris de vous. Et vous avez fait de moi un meilleur président. Et avec vos histoires et avec vos luttes, je retourne à la Maison-Blanche plus déterminée et plus inspirée que jamais pour savoir ce qu'il faut faire pour le futur de notre nation. Ce soir, vous avez voté pour l'action, pas pour la politique comme d'habitude. Vous nous avez élus pour nous concentrer sur vos emplois, pas les nôtres. Et dans les semaines et les mois qui viennent, je vais travailler avec les dirigeants des deux partis pour relever les défis que nous ne pouvons résoudre qu'ensemble. Pour réformer notre fiscalité, revoir notre système d'immigration, nous libérer de la dépendance pétrolière. Mais cela ne veut pas dire que votre travail s'arrête là. Le rôle des citoyens dans notre démocratie ne s'arrête pas au moment où vous votez. L'Amérique, cela n'a jamais été ce que l'on peut faire pour nous, mais c'est ce que nous pouvons faire pour nous, pour notre gouvernement. C'est le principe fondateur sur lequel nous nous sommes créés. Ce pays a plus de richesses que toute autre nation, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Et nous avons l'armée la plus puissante du monde, mais ce n'est pas ce qui nous rend puissants. Notre culture, ce n'est pas ce qui continue à attirer d'autres personnes. Ce qui rend l'Amérique exceptionnelle, ce sont les liens qui rassemblent cette nation qui est la plus diverse au monde. La conviction que ce pays ne travaille, ne fonctionne que lorsque nous acceptons nos obligations envers les générations futures. Pour que les libertés pour lesquelles les Américains se sont battus jusqu'à la mort soient respectées et pour respecter notre patriotisme, la charité, nos devoirs. Et c'est tout cela qui fait de l'Amérique la grande nation qu'elle est. Je suis plein d'espoir ce soir, car j'ai vu le travail accompli en Amérique. J'ai vu cela dans les entreprises familiales où les dirigeants préfèrent limiter leur salaire plutôt que de licencier des personnes. Je l'ai vu dans les personnes qui luttent pour garder leurs emplois. Et je l'ai vu avec les soldats qui gardent l'espoir après avoir perdu un membre. Et ils savent que nous les soutenons. Je l'ai vu sur les rivages de New Jersey et de New York où tout le monde a laissé de côté ces différences pour s'assurer que nous puissions nous reconstruire après cette terrible tornade. Je l'ai vu pas plus tard que l'autre jour dans l'Ohio, lorsque un père a raconté l'histoire de sa fille de 8 ans dont la longue bataille contre la leucémie a presque tout coûté à la famille. Et sans la réforme et grâce à la réforme du système de santé qui vient d'être adopté, ils vont maintenant pouvoir recevoir un financement pour les traitements. Et lorsque l'on parle à la foule, lorsque l'on écoute l'histoire de ce père, on voit que toutes les personnes dans l'assistance avaient les larmes aux yeux, car nous savions que cette petite fille pourrait être notre fille. Et je sais que tous les Américains veulent que leur avenir soit aussi prometteur.
C'est ce que nous sommes. C'est le pays dont je suis fier d'être le président. Et ce soir, malgré les périodes difficiles que nous avons traversées, malgré toutes les frustrations de Washington, je n'ai jamais été aussi serein au sujet de notre avenir. Je n'ai jamais eu autant d'espoir pour l'Amérique. Et je vous demande d'entretenir cet espoir. Je ne parle pas d'un optimisme aveugle qui ignorerait l'énormité de la tâche qui se présente à nous. Je ne parle pas d'un idéalisme qui laisserait de côté les batailles à mener. J'ai toujours cru que l'espoir est quelque chose de têtu en chacun de nous, qui rejoint la conviction qu'il y a toujours quelque chose de meilleur à venir, pour continuer à lutter, pour continuer à travailler. L'Amérique, je sais que nous pouvons continuer à lutter pour nos emplois, nous pouvons continuer à lutter pour plus de sécurité pour la classe moyenne, pour plus d'opportunités. Je sais que nous pouvons tenir la promesse de nos pères fondateurs. Si vous travaillez dur, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ou à quoi vous ressemblez, ou qui vous aimez, peu importe que vous soyez noir ou blanc, ou asiatique ou hispanique, que vous soyez vieux ou jeune, ou pauvre ou riche, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, vous avez tous votre chance si vous vous en donnez la peine. Je sais que nous pouvons saisir cet avenir ensemble, car nous ne sommes pas aussi cyniques que certains peuvent l'entendre. Nous avons nos ambitions et nous sommes plus que des États bleus et des États rouges. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Et ensemble, et avec l'aide de Dieu, nous continuerons à avancer et nous montrerons au monde que nous vivons dans la plus grande nation du monde. Merci l'Amérique. Que Dieu bénisse les États-Unis. On reviendra tout à l'heure avec Jean sur les codes de ce que nous venons de voir, parce que je pense que ce qu'on a entendu ne nous a pas surpris. Il y a encore qu'il y a deux, trois choses sur lesquelles il serait intéressant de revenir. Je pense qu'on va voir Laurent dans quelques secondes, parce que moi j'ai quand même le souci que Laurent n'aille pas trop se coucher tard. Ça y est, on l'a. Salut Laurent, tu es de retour parmi nous. Salut, oui. Bon, alors, on sait que tu as voté pour Barack Obama. Donc tu viens de le suivre en même temps que nous. On voit d'ailleurs sur les écrans, il est rejoint par Joe Biden, le vice-président. Il s'embrasse devant le public. Là, bon, il a terminé son discours. Laurent, c'est quand même un sacré destin que celui de Barack Obama pour lequel tu as voté. Rappelons-le, tu l'as dit très franchement tout à l'heure. C'est quand même un sacré destin de se retrouver pour la deuxième fois, 4 more years, comme disait le public tout à l'heure, élu président des États-Unis. Est-ce que tu as vibré, j'allais dire aussi fort qu'il y a 4 ans, sûrement pas, mais est-ce que tu as continué à vibrer durant le discours de ton favori qui était réélu? Un peu, oui. Alors pas comme il y a 4 ans, mais en écoutant, et surtout sur la fin, je me dis quand même qu'il sait parler, il sait s'exprimer, il sait remuer les foules. Hein. Donc j'essaie d'imaginer Romney à la même position, à la même place, et je crois pas qu'on l'aurait entendu de la même façon. Donc oui, il a quand même donné un bon discours, il a réussi à donner de l'élan à ce qu'il va faire. Là. Il va falloir voir ce qu'il fait vraiment de ça.
Oui, il a fait un discours très très convenu. Bon, c'est vrai que on décodera tout à l'heure les codes. On a vu toute la première partie qui était faite au feeling avec Michel, avec les futurs petits chiens, des choses comme ça, quoi. Ça c'est bien. Puis après, ça s'était concentré sur le prompteur. Et évidemment, on l'a vu très nettement. Bon, là, on a une ambiance de Coupe du Monde à l'écran, là, hein, c'est bien. Il y a quand même des choses, au détour des phrases, quand même, il y a quand même des choses importantes. Outre les remerciements à son concurrent d'effet, Mitt Romney, il lui a quand même donné rendez-vous dans quelques semaines. Hein, et ça, il faut décoder ce genre de paroles. Il va le voir personnellement dans quelques semaines. Ça veut dire tout simplement que Obama ce soir est certes réélu, mais il va devoir de nouveau composer avec cette chambre de représentants qui lui est hostile. Le Sénat restera démocrate. Et quand on connaît le système américain, là il y a un véritable blocage. C'est-à-dire que Obama, très concrètement aujourd'hui, pendant les 2 ans qui viennent, puisqu'il y aura des élections de midterm, comme on dit, de nouveau pour la Chambre des représentants, on ne peut pas savoir comment elles vont tourner, mais pendant 2 des 4 années qui viennent, si ce n'est les 4 années, va de nouveau avoir à composer avec le Congrès. Il ne pourra pas faire la politique à 100% qu'il souhaiterait peut-être faire. Ça, c'est important également de le noter ce soir. Oui, et s'il y a une phrase un peu codée qu'il a dite dans le discours, qui est intéressante, que j'ai remarqué moi, quand il a dit les élections ne s'arrêtent pas quand on a voté, il faut rester impliqué. Et pour moi, c'est un message, il a dit à ses électeurs, en fait, il faut continuer à rester dans le combat, et surtout, un peu, moi je l'ai pris comme, il faut le pousser, lui, à faire ce pourquoi on l'a élu. Ça rappelle un peu Roosevelt, quand il avait été élu, je ne sais plus si c'était la 2e ou la 3e fois, où il avait dit aux syndicats en particulier qui avaient poussé à son élection et qui demandaient qu'il fasse ce qu'il voulait, il avait dit maintenant il faut me forcer à le faire. Oui. Il faut rester impliqué, il faut me forcer à le faire. C'est important. Là, j'entends ce message. C'est important ce que tu nous dis, Laurent. Moi, j'ai envie de te poser la question en tant que supporter d'Obama. Et comme tu l'as dit, tu as dépassé la cinquantaine là maintenant, donc les capacités d'analyse sont là. En tant que supporter d'Obama, en tant que citoyen, tous les citoyens, en tout cas américains, français, mais très impliqués aux États-Unis, citoyens américains, est-ce que tu penses qu'Obama va se violenter, chose qu'il n'a pas pu ou su faire dans son premier mandat, est-ce qu'il correspond à un facteur de déception vis-à-vis, par exemple, des puissances financières? On sait que Obama a été élu quelques mois après l'éclatement de la crise de 2008. On sait que dès qu'il a été élu, après le mois de janvier, c'était le déferlement. On a eu des preuves évidentes qu'on avait affaire aux banksters, hein, c'est-à-dire à ces financiers crapuleux qui ont mis l'Amérique et le monde ensuite dans la situation qu'on connaît. On sait que dans son staff gouvernemental, il n'avait pas hésité à embaucher à l'époque des anciens de Lehman Brothers ou autres. Ce qui veut dire que ça, c'est un des principaux reproches qui était fait à Obama, version 1, saison 1, j'allais dire, président, c'était de ne pas avoir réussi à être implacable avec les banquiers. Est-ce que tu crois que désormais, le fait qu'il ne puisse plus avoir de 3e mandat, la loi américaine l'interdit, mais il a le souci aussi éventuellement de propulser quelqu'un d'autre du Parti démocrate dans 4 ans pour le remplacer, est-ce que tu crois qu'on va voir dans les 2 premières années qui viennent un Obama enfin offensif sur certains points où il n'était pas présent malheureusement lors de son premier mandat, malheureusement pour certains? La question est un peu longue, mais je tenais à bien l'expliquer avant. Oui, mais je comprends. Je sais pas. Non, pour répondre ça de façon assez rapide, je ne sais pas trop si c'est dans sa nature de... En fait, ce qui s'est passé dans cette élection, c'est que, comme tu disais, l'élection précédente, il avait quand même le support de pas mal de gens de Wall Street, alors que cette fois, ils étaient tous derrière Romney. Et en particulier, beaucoup d'argent, je crois que c'était 75% contre 25% pour les démocrates, beaucoup d'argent est allé du côté républicain. Donc, il y a peut-être quelques comptes à faire payer, là. Peut-être que ça activera, mais d'après ce que j'ai vu, de ce qu'on connaît de lui maintenant, c'est pas trop dans son caractère, apparemment, d'aller taper sur les gens. Son caractère, c'est d'essayer d'être rassembleur et de conciliateur. Et donc, c'est pas sûr, on ne sait pas. Alors, on espère un peu qu'il sera un peu plus agressif. Toi, tu l'espères personnellement?
Tu l'espères? Moi j'espère qu'il sera un peu plus agressif, oui, parce que les Républicains, il y a un truc qu'il faut leur donner du crédit pour ça. C'est peut-être un peu un anticisme. Mais pour qu'ils soient agressifs, ils sont agressifs. Hein. On l'a vu, ils étaient complètement laminés en 2008. Et ils avaient perdu complètement le contrôle de tout. Ils ont quand même réussi à bloquer absolument quasiment tout dès le départ. Donc eux, ils n'hésitent pas, quand ils arrivent, ils mettent le paquet et ça y est. Donc il faut que quelqu'un qui leur réponde un peu, hein, qui ne se laisse pas trop faire. Et donc j'espère qu'Obama se violentera un peu de ce côté-là. Oui, alors c'est peut-être le rôle du futur président des États-Unis, enfin du futur candidat des démocrates aux États-Unis. Il y a quand même un point, et ce sera peut-être une dernière question, à moins que la salle veuille poser une question à Laurence, qui est techniquement possible, je le précise si quelqu'un veut le faire, et puis après on va te libérer et te laisser aller te reposer, compte tenu du décalage horaire. Moi je me souviens très bien, en 2004, lors de la convention démocrate qui avait élu Kerry, et si tu étais déjà aux États-Unis, tu vas sans doute confirmer ce que je dis là. En 2004, lors de la convention démocrate c'était au mois d'août 2004, j'étais aux États-Unis, et j'ai vu apparaître sur les écrans de télévision, parce que ABC, CBS transmettait, toutes les chaînes CNN transmettaient la convention démocrate en direct, hein, au mois d'août, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de regarder ce genre de convention aux États-Unis, à la télévision. On avait vu apparaître ce Barack Obama, alors sénateur de l'Illinois, je crois, qui était quasiment inconnu pour nous Européens certainement, et en tout cas pour une grande majorité d'Américains. Lors de ce scénario invraisemblable de la Convention démocrate où pendant 3 jours c'est le pays des bisounours, on s'embrasse, on arrive avec la femme, enfin tout le truc, tout le cinéma, on avait eu un seul discours extraordinaire révélateur de ce jeune sénateur américain. Il était apparu en 2004, et je peux te dire que, bon, moi je suis un passionné des États-Unis depuis longtemps, mais là-bas aux États-Unis, quand j'avais vu dans la journée, c'était un après-midi là-bas aux États-Unis, quand j'avais vu et entendu en direct ce jeune sénateur, je me suis dit, purée, celui-là, il va faire un carton dans quelques années, c'est pas possible que ce soit autrement. Je dis pas ça parce que c'est facile de le dire aujourd'hui, parce que je pense l'avoir déjà dit il y a 4 ans, ici, dans ce même endroit. Est-ce que quelqu'un est en train d'émerger dans le Parti démocrate? Est-ce que c'est pas peut-être à lui qu'il faudrait confier la tâche de cette espèce de franc-tireur, d'aller cartonner là où il faut cartonner, parce que de toute façon, Barack Obama ne sera plus président dans 4 ans à date. Hein. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Donc c'est vrai, moi j'avais regardé cette convention aussi. Et tu confirmes, hein? Non, tout le monde avait remarqué. C'est fou, ça. Quand il avait ce discours, c'était vraiment quelque chose de pas habituel. Donc, si je pense à la dernière convention qu'il y a eu il y a quelques semaines, là, maintenant 2 mois, je pense que ça serait sans doute une femme. Il faudrait chercher dans les femmes. Et il y en a une en particulier qui a été élue ce soir sénateur au Massachusetts, qui peut-être pourrait prendre la relève. Tu peux nous donner son nom parce qu'on va chercher sur Internet, mais c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que c'est une façon de prendre rendez-vous pour dans 4 ans peut-être. Oui, ce sera intéressant de voir ça. Faut que je pense à son nom, je ne sais plus. Elle c'est celle qui s'occupe, elle s'est beaucoup impliquée dans justement le redressement des torts qu'ont fait les compagnies financières, la protection des consommateurs. Hervé nous a trouvé le nom. Hervé nous a trouvé le nom, tu vas peut-être nous confirmer. C'est Tammy Baldwin. Tammy Baldwin. C'est ça? Je n'ai pas entendu le nom. Tammy Baldwin. Tammy Baldwin. Non, c'est pas Tammy Baldwin. Tammy Baldwin est au Minnesota. Elizabeth Warren? Oui, c'est elle. Parfait. Bon, on va noter ce nom. On va peut-être même chercher sur Internet sa photo. Si tu regardes, tu peux regarder le discours qu'elle a fait à la convention et ça a été remarqué. D'accord. Et on espère que ce sera une femme. Ça serait quand même assez extraordinaire quand même. Moi, je suis en train de penser à ce que tu nous dis là. En même temps, on regarde sur les écrans pour chercher le portrait de cette Elizabeth Warren. On va la fournir à nos voilà. On peut presque switcher à l'image. Voilà, vous avez Elizabeth Warren ici. Je dis à nos amis qui sont là. Merci du tuyau, Laurent. Elle est née le 22 juin 49. Elle est à Tournai, c'est-à-dire qu'elle est à Tournai, professeure de droit.
redescends un petit peu. Hervé, pardon, Sébastien, professeur de droit et femme politique américaine. En 2010, elle est professeure de droit à l'université d'Harvard, excusez du peu, et c'est peut-être celle qui sera, pourquoi pas, candidate démocrate dans 4 ans. On le souhaite, ça serait quand même extraordinaire, Laurent. Et ça serait aussi ça serait sensationnel quand même pour un pays comme les États-Unis, en 2008, de se payer le premier président noir de l'histoire américaine, de le réélire, faut-il le répéter une nouvelle fois, de le réélire, ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que la crise économique était en train de tout ravager, et il y en a plein qui n'ont pas été réélus, notamment à cause de cette crise économique, et puis de lui faire se succéder ensuite, dans 4 ans, une femme, ça serait encore un événement considérable. Moi j'espère que, personnellement, j'espère que tu as raison. Tu crois vraiment en elle, toi? Elle a fait un discours aussi intéressant à la récente convention démocrate. Elle a réussi elle a réussi à trouver les bons arguments pour contrecarrer le discours républicain. Donc elle a eu un impact et justement Obama l'a écouté et il a commencé à répéter un peu ce qu'elle disait. Donc elle a été ça c'est bon signe. À ce moment-là. C'est très bon signe ça, ce que tu nous dis là. Hein. Oui, c'est ce qui m'est venu à l'idée, je dirais. Eh bien écoute, on espère que tu as raison. Laurent, on voudrait te remercier chaleureusement, la salle va t'applaudir d'ailleurs parce que c'était très pertinent. On te souhaite une bonne nuit et d'autant je suis quasiment certain maintenant que tu sais que tu n'étais pas à l'image qu'entre-temps, pendant l'heure où on s'est abandonné, tu as dû remettre ton pyjama, je pense. Hein? Oui, mais est-ce que je peux vous poser une question par contre? Dans la salle, quelle est l'opinion dans la salle ou quelle est l'atmosphère par rapport à cette élection, par rapport à il y a 4 ans, ça peut être quand même un peu différent quand même. Écoute, je vois quelqu'un qui lève un A3 Barack Obama avec la Maison Blanche, certains arrivent, sont repartis, je crois qu'il y a une satisfaction générale. Si quelqu'un veut répondre à Laurent, il y a quelqu'un qui fait signe de pouce levé, c'est ok. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Laurent? Tiens, Jean Laurent peut-être. Ah pardon, il a le pouce aussi, Jean. Moi je crois qu'il y a une satisfaction générale. Peut-être le patron de Mercure. Il arrive, on va lui demander s'il est content des résultats. Laurent, je te décolle, toi qui es. Attends, j'explique aussi à Gilles. Laurent, toi qui es, je crois que tu es à Détroit, c'est ça? Voilà, Laurent à Détroit. On vient d'être rejoint dans la salle par le patron de l'hôtel qui s'appelle Gilles Genin, qui est un grand ami à nous qui nous accueille. C'est la 3e fois qu'on fait cette manifestation en donc 8 ans. Il arrive là, à peine réveillé, tout frais sorti de la douche. Il peut peut-être nous donner son sentiment. Quel est ton sentiment, Gilles, sur la réélection d'Obama que tu as apprise en écoutant la radio? On est en direct avec un de nos amis aux États-Unis. Écoute, bienvenue à tout le monde sur ce petit déjeuner débat. J'ai appris ce matin, parce que je me suis quand même levé vers 6h ce matin, et j'ai appris vers 6h que c'est 6h15, il a fait 6h15. Que Barack était réélu, donc je suis content pour lui. Voilà, j'ai pas d'autres commentaires à faire. Tu t'es réveillé de bon Obamatin. Exactement. Voilà. Laurent, avant que tu t'en ailles te coucher, je vais te mettre en relation avec Jean Rotner, qui est le maire de Mulhouse, qui t'écoute depuis le début, là, qui est notre grand témoin ici sur ce plateau ici à Mulhouse. Et c'est peut-être lui qui va conclure avec toi, parce qu'il a écouté avec beaucoup d'attention ce que tu disais. Bonjour, je viens de tweeter effectivement qu'Elizabeth Warren serait la prochaine présidente des États-Unis. Je vous remercie pour cette information. J'espère faire le buzz au niveau mondial. Merci beaucoup, Laurent. Bon, sérieusement, Jean, on voit avec l'interview de Laurent qu'on vient de faire que les citoyens américains se passionnent quand même pour ça, qu'il y a une vraie vibration. Malgré que 4 ans après, c'est pas du tout la même vibration qu'il y a 4 ans, mais on le voit quand même. Le discours d'Obama fait vibrer, c'est vrai que c'est un discours extrêmement rassembleur. On sait très bien qu'aux États-Unis maintenant, effectivement, tout le monde semble faire la paix avant les joutes, dont on parlait tout à l'heure, les joutes budgétaires, mais c'est vrai qu'il a eu un discours extrêmement rassembleur, en disant, et moi je suis d'accord avec ce que tu développais tout à l'heure, c'est oui, j'ai besoin de vous, oui, j'ai vraiment besoin de vous, parce que j'ai des réformes à faire passer, que ça ne doit pas être facile. Par contre, il annonce le programme aussi clairement, c'est l'emploi, c'est l'éducation, c'est la santé, et il vous fait un petit peu pleurer avec l'enfant leucémique, mais ça aussi c'est dans les codes. On
fait appel à l'émotion pour vraiment encore en plus enthousiasmer et essayer de faire venir à soi les indécis. Ce qui me frappe quand même, c'est le peu de... Il a parlé un petit peu d'une armée forte, mais c'est de nouveau le peu, même si c'est une élection interne aux États-Unis, le peu de discours en lien avec la politique internationale. On reste sur la politique intérieure, alors qu'on sait qu'Obama va quand même avoir un certain nombre d'enjeux face à lui. Il y a certes le Moyen-Orient, il y a quand même la Chine aujourd'hui qui essaie d'avoir des visées impérialistes en mer de Chine ou au Japon. Tout cela, c'est une situation internationale quand même préoccupante sur laquelle les élections américaines ont mis un petit peu comme un étouffoir, et il va falloir pour Obama revenir sur le devant de la scène au niveau international pour être peut-être un petit peu plus actif et pour calmer certaines situations difficiles. Laurent, juste une réaction pour conclure après cette intervention, ton dialogue avec Jean Rotner, le maire de Mulhouse. Ben, c'est très, très intéressant, oui. L'aspect international, ça a été complètement escamoté. C'est une grande déception, il n'y a aucun débat là-dessus ici. Il n'y a pas vraiment de désaccord de politique profonde entre les républicains et les démocrates, donc ça fait vraiment une déception parce que c'est évidemment c'est vital, c'est très important, mais on n'en parle pas. On verra ce qu'on peut faire pour essayer de réveiller un peu En attendant, les gens du sujet. Avant de te réveiller, il va falloir que tu ailles te coucher. Grand merci, alors c'était génial. Ton analyse était excellente et grand merci d'avoir veillé aussi tard. Just for us, juste pour nous. Hein. Bonne continuation. Merci beaucoup, bonne journée à vous et à dans 4 ans alors. Ouais, écoute, pas de soucis. Pas de soucis, merci. Merci pour ta présence. On va rester avec nous ici dans la salle parce que ne vous sauvez pas tout de suite pendant encore une petite demi-heure, on a des choses très importantes à vous dire. Par exemple, je voudrais qu'on vous montre, c'était en rapport à ce que disait Jean tout à l'heure et Laurent, le fait que dans cette campagne on s'intéresse très peu à l'étranger, alors que les États-Unis quand même, quoi. Je voudrais qu'on passe le site de Romney France, c'est une découverte, je crois, d'Hervé qu'on a fait, qui nous a montré hier soir. Romney France, Romney avait un site en France, site officiel, Romney France. Alors on rentre dedans, on voit la page de représentants, départementaux, etc. Enfin bon, le petit baratin classique. Pourquoi Mitt Romney? On va dans son programme, hein, voilà, donc on trouve une superbe photo de... voilà, et on va dans son programme en ce qui concerne les affaires étrangères. Et on va aller en Europe, on va cliquer, vous voyez, apparaître l'Europe, on clique. Et il y a une seule image, voilà. Il y a 4 lignes et une seule image, c'est révélateur. Une seule image avec le drapeau de la Pologne. Hein. Vous voyez peut-être pas assez bien, mais je vais vous lire ce qui est marqué dessous. Mitt Romney reconnaît le courage et le rôle moteur de la Pologne dans la chute de l'internationale socialiste et de l'Union soviétique. Voilà. L'histoire, on peut l'arrêter face au chat. Le deuxième point, le deuxième item, c'est tout pour l'Europe. Hein. Le drapeau polonais, la phrase que je viens de dire, c'est la deuxième phrase. Mitt Romney soutient, avec une faute d'orthographe, mais c'est normal, la mise en place du bouclier antimissile défensif qui a été annulé par le président Obama. Ben voyons. L'objectif est de protéger l'Europe et l'Amérique du Nord en cas d'attaque venant d'un pays extrémiste. Voilà. C'est incroyable, c'est presque incroyable. Moi je suis sûr que, comment il s'appelait le dernier qui est de l'élection présidentielle, genre le fameux gars qui croyait aux martiens là, chez nous, là, tu sais, celui qui a fait le moins de voix à l'élection présidentielle. Jacques Cheminade. Jacques Cheminade. Je suis sûr qu'on va sur le site de Jacques Cheminade, on trouve plus d'affaires, on trouve plus de choses pertinentes sur les affaires étrangères mondiales que dans le site de Romney. C'est incroyable ça, Jean. C'est ce que je dis, moi, ça me frappe vraiment ce manque de prise de position d'ailleurs, et Obama était assez frappant là-dessus, parce qu'il n'est pas du tout allé. Alors, on sait qu'il était dans une position un peu de recul par rapport à son adversaire, avec l'avantage du sortant, mais il n'a pas du tout pris position sur la situation internationale, qui s'en est ressenti d'ailleurs. Aujourd'hui, regardez la Syrie, regardez, je parlais de la Chine tout à l'heure et de ses visées impérialistes. On a quand même des enjeux majeurs au niveau du Moyen-Orient, et on a besoin des États-Unis pour intervenir à un moment donné. L'Europe est un premier intervenant. La Russie aujourd'hui de Poutine est quand même relativement inquiétante aussi dans le non-dialogue et dans d'être extrêmement fermé. Donc oui, je crois qu'effectivement, Obama doit revenir sur la scène internationale, délaisser du poids des élections et peut-être d'une situation intérieure qui préoccupait de manière majeure les Américains. Aujourd'hui, les États-Unis, dans les grands équilibres, sont quand même importants là aussi dans les différentes négociations. Ce qui est assez amusant sur le site de Romney, c'est la position quand même, le premier
les premières relations internationales qui fixent, c'est l'Amérique du Sud. Ça montre là aussi que peut-être il va y avoir une forme d'influence différente aujourd'hui des États-Unis, de relations différentes, avec un rééquilibrage des relations entre les États-Unis et l'Amérique du Sud. Et ça, c'est peut-être, là aussi, il y a le vote hispanique, il y a tout cela, ça devrait être un facteur supplémentaire, peut-être, d'équilibre géostratégique. En tout cas, puisqu'on... En fait, c'est même toute l'Amérique du Nord, parce que même sur la politique énergétique, il veut vraiment rassembler l'Amérique du Nord dans son entier et l'Amérique du Sud. Et alors, en fait, c'est pas tellement étonnant de trouver si peu de choses sur le site de Romney, parce que même Obama, donc vous venez de le dire, n'a pas tellement parlé de la politique internationale pendant ces élections, parce que ça n'intéresse pas les Américains. On faisait la remarque qu'il y avait très peu d'Américains qui avaient un passeport. Non, attends, ça c'est plus important que ça, celle-là elle est géniale. On a découvert une statistique, c'est Philippe Lavaux qui m'en a parlé la première fois lundi, on a découvert une statistique très intéressante. Aux États-Unis, nous avons le système bicaméral, c'est-à-dire il y a deux chambres comme en France, la Chambre des représentants, c'est à peu près l'équivalent de notre Assemblée nationale pour faire court, et le Sénat, les sénateurs. Dans la Chambre des représentants qui était en jeu aujourd'hui, je crois qu'il y avait 538 sièges de mémoire, ou je ne sais plus exactement combien. 435. 435. Pardon, 435, merci pour la précision. Il y avait 400, d'ailleurs ça c'est aussi un sujet de débat, 435 députés aux États-Unis par rapport au nombre en France, il y a un truc là. Voilà, mais c'est un autre débat ça. Sur ces 435 députés américains, savez-vous combien en pourcentage ont un passeport? La question est con, hein, mais elle n'est pas con. 18%. Combien? 18. 10. Voilà. Bon, 60% n'ont pas de passeport. 60% des députés, des représentants de la Chambre des représentants américains n'ont pas de passeport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60% des représentants du peuple américain au plus près du terrain, hein, c'est ceux qui sont au plus près du peuple, hein, ce sont les représentants. Les sénateurs viennent à la capitale de l'État. Pour 60% des représentants du peuple américain, ils n'ont pas la peine d'aller à l'étranger, puisque pour eux, ils y vont à l'étranger. Un type qui est dans l'Oklahoma, il va passer ses vacances en Californie, il est pour lui à l'étranger. Il va voir sa vieille maman, s'il est un peu riche, qui est à Miami, dans un show de luxe, dans des oranges et des trucs, il va à l'étranger. Il n'a pas la peine de passeport. Ce pays est un continent. C'est juste une statistique qui fait réfléchir à ce genre. Un continent aussi. Avec un élément quand même essentiel, regardez l'élection de cette année par rapport à celle d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on était quand même, on sortait d'un conflit, on avait une position des États-Unis quand même qui, en Irak, était présente, on avait une influence quand même de ce pays sur le Moyen-Orient qui était là, et ça avait été quand même l'objet d'un certain nombre de débats dans la campagne. Cette année, c'est net. Alors oui, il y a des conflits, les États-Unis sont encore engagés dans ces pays. Effectivement, mais voilà, débat complètement traité, surprenant. Je suis d'accord avec l'analyse, effectivement. Je me souviens toujours, ma fille était dans un échange avec les États-Unis, elle est arrivée à proximité de New York, dans une famille qui était, je crois, à 120 km de New York, et c'était la première fois pour eux l'occasion de se rendre à New York. C'est comme Mulhouse et Strasbourg, finalement. C'était la première fois pour ces Américains de se rendre à New York dans le cadre de cet échange scolaire. Ouais, c'est juste significatif, et l'exemple n'est pas localisé là, parce que moi je peux témoigner, il y a plein de choses dans tous les États d'ailleurs. Hein. Il serait curieux d'avoir une statistique sur tout le milieu des États-Unis, les types qui font des voyages, quoi, quand ils ont dépassé le stade de leur comté, 40 km pour certains c'est bouillon, quoi. Ils n'ont pas envie d'aller plus loin, quoi. C'est assez curieux. Alors, je voudrais qu'on passe à l'interview de notre jeune américaine qui est ici. Peut-être aller dans la lumière parce que la caméra puisse vous saisir, et on va vous donner un micro. Merci d'intervenir. On va quasiment conclure avec vous, en tout cas, parce que là maintenant, on va laisser tout le monde aller au travail. Bonjour, comment vous appelez-vous? Attendez, il marche le micro? Oui, sans doute. Oui, je m'appelle Jennifer. Oui. Est-ce qu'on peut monter le son, s'il vous plaît, quand même? Oui. Je m'appelle Jennifer, je viens de l'État de Iowa, au centre. Iowa. Donc, c'était... Oui. La famille a voté là-bas? Oui, j'ai voté par la poste. Et vous avez voté pour qui? C'est indiscret peut-être? Obama. C'était un des swing states, c'était un des endroits où c'était très Oui. focalisé. Hein. Oui. La famille qui est restée là-bas,
votre famille a voté aussi. Oui. Ils ont voté pour qui globalement? Obama. Obama aussi. Mais comment on explique que l'Iowa est un swing state? Ça, c'est structurel. Aucun président républicain, je crois que je me rappelle de ça, aucun président républicain n'a jamais été élu sans avoir remporté l'Ohio et l'Iowa. Et comment on explique que c'est dans ces 6 ou 7 États que se retrouve structurellement le futur président? Le reste est très clivé, ça ne bouge pas, et là, ça bouge tout le temps. Nous sommes un État de l'ancien fermier, mais des gens très éduqués, il y a plusieurs universités. Notre État a l'occasion de toujours être le premier État à se prononcer donc pour les candidats. Donc ce que vous appelez les primaires, nous n'avons pas de primaires, nous avons ce qui s'appelle les caucus. Donc le fait que notre caucus est au début, ça a un certain poids dans les élections, dans le déroulement des candidatures. Donc moi j'étais présent pour le premier caucus pour Obama et donc j'ai pu être présent. C'est comme ça se déroule dans une salle à peu près de cette taille-là. On est avec ses voisins, on discute des futurs candidats et on décide qui on veut comme candidat. Et donc c'était assez impressionnant d'être là. C'est un État qui est peuplé surtout des personnes blanches, parce qu'on parle beaucoup de race avec un premier président noir, mais moi je suis très contente de voir comment enfin commencer à représenter un peuple très divers en ayant choisi un homme, et je suis désolée, mais je ne pense pas que mon pays est prêt à élire une femme, malheureusement. Donc je trouve très optimiste l'idée d'élire la prochaine fois une femme, parce qu'on voit l'attitude des supporters de Romney vis-à-vis des femmes. C'est vraiment... Il était prêt à élire un noir? Pardon? Il était prêt à élire un noir? À Iowa? Non. Le pays était-il prêt à élire un noir en 2004? C'est une bonne question. Quand j'avais 18 ans, parce que comme notre État a un certain poids, tous les candidats sont venus à mon lycée. Et il y avait une femme noire qui est venue à mon lycée, c'était en 89, pour révéler un peu mon âge. Et cette femme a dit qu'elle était très étonnée d'avoir eu tellement de personnes qui étaient contre sa candidature parce qu'elle était femme, et si peu qui étaient contre sa candidature parce qu'elle était noire. Et donc ça fait quand même un petit moment. Donc je crois qu'il y a moins de personnes qui sont contre quelqu'un pour leur race, et plus encore pour la question du genre. On a donné le droit de vote aux anciens esclaves, puis avant de donner la vote aux femmes. C'était en 1920. Vous étiez un peu plus tard. D'accord, mais Jennifer, le sens de la question de genre, je pensais être le suivant. L'écho que je faisais de 2004 tout à l'heure, quand en août 2004, dans une convention démocrate un peu assouplie, quoi, parce qu'elle a voté pour Kerry, ce qui n'était pas franchement un glamour extraordinaire, quoi, hein, je veux dire, surtout après Al Gore, de 80 ans, et les circonstances qu'on avait connues. En 2004, quand on voit arriver ce jeune sénateur black, Barack Obama, qui fait un discours absolument incroyable, cherchez-le sur Internet pour ceux qui parlent anglais. Mais bien avant ça... Oui, d'accord. Mais est-ce que tout le monde, malgré l'enthousiasme, que moi j'ai personnellement senti, et d'autres la surprise, est-ce qu'on pensait que 4 ans plus tard, ce mec pouvait devenir le premier président noir des États-Unis? Même moi, je n'y pensais pas. Alors, aujourd'hui, on peut peut-être se dire que quand même une femme, qu'elle soit démocrate ou républicaine, peu importe, encore que si c'est Sandra Palin, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. On dit, peu importe, mais Madame Palin, c'est pas tout à fait la même chose pour moi. Voilà. Mais une femme qui deviendrait pour la première fois présidente des États-Unis, aujourd'hui c'est inimaginable, mais dans 4 ans, à la vitesse où va ce pays, avec la brèche qu'a ouverte Obama, qui sait? On ne sait pas, oui, why not? Pourquoi pas? On parle beaucoup d'Hillary Clinton. Si jamais une femme qui se présente avec une telle allure, énergie, qui parle bien, qui se présente bien, oui, je ne suis pas contre ça du tout. À l'origine, je parlais simplement de ça pour dire que mon État est un État où il y a assez peu de gens de couleur, et on était vraiment pour Obama dans la première élection
dans la première candidature, et ça a continué jusqu'à maintenant, et je suis très contente pour ça. Je vais vous poser une question avec un maximum de délicatesse, mais c'est important parce que... voilà. Non. C'est pas vrai, mais je tiens toujours à aller au fond des choses, quitte à peut-être mal avoir le niveau de langage. C'est intéressant quand même. Comment on explique que l'Iowa, qui est un État du Central North aux États-Unis, hein, c'est au nord, un État que tu nous expliques complètement, enfin essentiellement blanc, pour la plupart. Pour la plupart, évidemment, essentiellement blancs. Il y a d'autres États essentiellement blancs aussi qui sont différents. Et pourtant, on a l'impression que plus au sud, ça réfléchit beaucoup moins, quoi. C'est un peu pas plus... que ça réfléchit, on ne partage pas la même histoire. Hein. Oui, mais on est dans un État nord, quand on regarde l'histoire des États-Unis, il y avait une division entre le nord et le sud. Clairement. Oui. Mais est-ce que ça perdure encore, c'est ça? Mais je crois que ça perdure, oui, dans certains esprits. Donc il y a encore du travail à faire entre ce qui se passe au sud et au nord. On voit les études, les États qui sont rouges, ça reste toujours on va le voir, voilà, les Suds. Ouais. Voilà. Et on a vu ce qui s'est passé en Géorgie cette année, en parlant de la peine de mort. C'était très très triste. Et ça, c'est quelque chose qui était lié à ce que j'appellerais directement le racisme qui perdure. En même temps, en Europe, on a des clichés aussi comme ça, et je les exprime, je ne les prends pas forcément à mon compte, mais je les exprime en tout cas. On dit aux États-Unis que les grands foyers intellectuels et de culture, là où ça réfléchit, là où ça dépasse un petit peu plus loin que le bout de son œil, comme on dit dans notre pays, ce sont les deux côtes, hein, la côte Est et la côte Ouest, des foyers intellectuels, alors du nord au sud pour le coup, hein, les deux côtes, et que tout le milieu... Oui, et c'est faux. Et on peut même voir maintenant de plus en plus le bleu qui arrive. Ouais, en fait, il y a des excellentes universités là, il y a beaucoup de gens qui font des études, qui réfléchissent, qui suivent très bien ce qui se passe en dehors de ces États-là. On va montrer la carte. Oui. Voilà, notre petit coin. C'est l'actuel. Hein. Iowa, c'est... Le petit coin, c'est ici. Là, hein. Voilà, c'est Iowa, voilà. Et là, on a même regardé les contours. Oui, Iowa City, c'est ma ville, qui était bleue. Voilà, et on est toujours bleu. Hein. On était entouré de rouge quand j'étais enfant, mais maintenant on est bleu. Voilà. C'est beau la carte que nous a trouvée Sébastien. Elle nous indique d'ailleurs tout en haut, et après Hervé, on va te donner la question. Elle nous indique d'ailleurs tout en haut, c'est un tout petit peu le... Mais ce que vous voyez là, on a des universités. On a des universités, quand vous voyez la partie d'Iowa, si vous remettez l'État, vous pouvez voir la division entre... Voilà. Donc à Ames, donc, il y a une université. À côté de Waterloo, il y a l'université. Il y a aussi à Iowa City, il y a l'université. Les trois plus grandes universités de l'État sont dans ce coin de l'État qui va vers bleu. Tiens, juste pour rigoler, Jennifer, je me suis toujours posé la question qu'on dit des moines en américain, parce que j'ai entendu... Des moines. Ouais. Ça c'est un grand classique de l'histoire américaine. Mais je voulais juste répondre un petit peu à des choses qui ont été dites. C'est vrai, c'est honteux qu'il y ait si peu d'Américains qui ont des passeports. Et c'est une chose que ma mère répète sans cesse. Mais ici aussi à Mulhouse, on vit un peu la même chose. Je vois des étudiants qui ne sont jamais allés plus loin que Bâle, qui ne sont jamais allés à Paris. Et ça me frappe. Et c'est une chose qu'il faut en fait changer partout. D'encourager les voyages, d'encourager les échanges avec les autres. Et, il y a toujours des questions économiques, bien sûr, liées à ces choses-là. Mais je voulais vous poser une question par rapport au discours de Barack Obama tout à l'heure. Alors, Jean Rotner l'a évoqué rapidement. Il a parlé de l'armée. Alors moi j'ai noté qu'il en a parlé 2 fois de l'armée. Il a aussi parlé des soldats blessés. Et j'imagine que c'est aussi parce que il a dit qu'il allait baisser le budget militaire alors que Romney, lui, avait dit qu'il allait l'augmenter. Je voulais savoir est-ce qu'il avait besoin de rassurer la population par rapport aux soldats, parce qu'on oublie souvent que l'Amérique est un pays qui est en guerre. Il y a beaucoup de jeunes Américains qui sont loin. Et je voulais savoir est-ce qu'il avait besoin de rassurer les gens par rapport à ça, justement. Nous ne l'oublions pas dans le sens, on sait aux États-Unis qu'on est un pays en guerre, ça se voit. Mais
pour moi, à mon avis, hein, moi je suis juste une personne qui en a. Mais à mon avis, c'est plutôt de rassurer ceux qui font partie de l'armée, qui font partie du militaire. J'ai de la famille qui sont soldats, qui sont lieutenants. J'ai une cousine, elle est allée 4 fois en Irak, si vous pouvez imaginer. Elle n'a pas voulu repartir, mais elle était obligée, parce que bon voilà. Et j'ai d'autres cousins du même côté de la famille qui ont fait West Point, et eux, ils sont plutôt pour Romney. Donc c'est des gens qui ont besoin d'être convaincus que ce président qui est chargé des forces militaires va en fait être là, être présent pour eux et continuer à faire ce qu'il faut faire pour les militaires. Oui, parce que je pense que c'est lié à ça. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup quand on est aux États-Unis, c'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a des drapeaux partout, mais ça a toujours été, mais on voit beaucoup de soldats en uniforme. Avant toute retransmission sportive, etc., il y a toujours un GI qui vient lever le drapeau. Enfin, les gens vont quand ils croisent un soldat dans un restaurant, ils viennent lui parler. Enfin, c'est très présent, et nous, on l'oublie beaucoup. On n'a pas du tout ce rapport par rapport à notre armée à nous, qui est engagée aussi, beaucoup moins, mais qui l'est aussi. Oui, c'est très présent pour l'instant, plus qu'il y a 10 ans, on voit plus les soldats. Je ne sais pas pourquoi, on a plus d'habitude de parler ou d'aller vers des soldats en France, mais je suis reconnaissant. Jennifer, je voudrais que, ça fait écho en partie à ce que tu nous disais, on a une amie d'entreprise et médias qui est Sandrine, vous vous en souvenez, on l'avait reçue dans l'invité principal, c'est la sœur de Catherine Chopin, qui est directrice générale de Handicap International France. Vous vous en souvenez de son passage chez nous. Elle a envoyé un petit texto à sa frangine, qui vient de me le passer. Hello, quelle nuit, je viens de parler à Kirsten McKellan, qui vient de se coucher crevé par la longue soirée, mais content, ce sont des potes à elle, voilà. Ça, c'est pas très intéressant. Mais après, elle dit, au Texas, là où ils sont plutôt très républicains. Et comme elle dit, les supporters Obama sont discrets. Les closet supporters, c'est-à-dire qu'on les appelle là-bas les supporters cachés dans le placard, hein, parce qu'au Texas, c'est vrai que les démocrates, c'est quasiment les plumes et le goudron. Hein. Bref, quel soulagement, mais ça a été très tendu. On a d'ailleurs une statistique sur le Texas que l'ami Sébastien nous a trouvé extraordinaire, là, qui montre effectivement le peu d'influence démocrate, hein, au Texas. Voilà. Ça veut dire grosso modo que quand on est encore sur la frontière mexicaine, on a sans doute là une influence hispanique, peut-être, hein, vers le Rio Grande. Mais alors, le plus au monde dans le Texas, alors là, c'est juste l'enfer, quoi. Pour certains, pour les démocrates en tout cas. Les closet supporters, ça existe aussi dans l'Iowa. Il y a... Moi, je pense que c'est les gens chez nous, ils parlent très haut, très fort. Je supporte ceci, je supporte ça. Mais c'est sûr que dans certains quartiers, il y a plus de supporters pour en venir. D'accord. Donc, c'est quand même les deux Amériques, ça, Jennifer, c'est extraordinaire, parce que dans tout le Nord, une grande partie des côtes, c'est ce que tu disais, dans on mon se déclare état, sans problème je pense pas que pour les gens revenir. se cachent dans un placard pour cacher Au Texas, Au Texas, oui. C'est les deux Amériques. Il y a plein d'histoires sur Facebook, des choses comme ça. Ouais, c'est les deux Amériques. Ça, quand on dit les États-Unis, ça veut dire les États-unis dans Et toute sa Obama a splendeur. quand même pris 41%, c'est ça, au Texas. Voilà. C'est un choc. C'est très bien. C'est en avance. Les Texans sont ébranlés. En avance. Bon, Committee forward. une autre statistique qu'il a dans la... Merci Jennifer. Une autre, on reviendra peut-être vers toi, mais une autre statistique, parce qu'on va finir par se quitter tôt ou tard, dans un quart d'heure maintenant, une autre statistique qui est intéressante, c'est le vote que tu nous as trouvé, Sébastien, c'est le vote par sexe et aussi par race, etc. Tu peux nous envoyer la belle carte que tu avais, il y avait les femmes, voilà c'est ça. Il faut grossir peut-être un petit peu. À gauche, vous avez le vote par sexe, par genre, donc
les hommes ont voté à 45% pour Obama et 52% pour Romney aux États-Unis. Je tiens à vous préciser que cette statistique porte sur les votants à la sortie des bureaux de vote. C'est un sondage, donc sortie des bureaux de vote qui a porté sur 26 000 ou quelque chose comme ça, j'ai lu tout à l'heure, 26 000 personnes interrogées à la sortie des bureaux, donc c'est fiable. 45% des hommes ont voté pour Obama, 52% des hommes pour Romney. Pour les femmes, c'est le contraire, 55% pour Obama et 44% pour Romney. On avait le vote barrage, après, qui était intéressant sur la droite, dans la tranche 18-29 ans, globalement. Ça va revenir, on a rafraîchi. Dans la tranche 18-29 ans, on a voté à 60% pour Obama. Dans la tranche 30-44 à 52, évidemment quand on progresse dans l'âge, ça bascule. 45-64 pour... dans la tranche 45-64, on Romney prend légèrement l'avantage. Et au-dessus de 65 ans, vous voyez ce qui nous attend pour certains. Romney on vote à 56% pour Romney. Bon, après, il y a d'autres statistiques, vous pouvez peut-être par race également, c'est intéressant. Les Blancs ont voté à 59% pour Romney et 39% pour Obama. Les Afro-Américains, autant dire les Noirs, votent à 93% pour Obama. Voilà. Les Latinos dont on parlait tout à l'heure, vous avez vu la statistique que nous avait donnée notre ami Claudie en direct de Philadelphie est tout à fait juste. 71% des Latinos ont voté pour Obama, 27% pour Romney. Score quasiment équivalent pour les Asiatiques, qu'on oublie un petit peu, mais qui sont très forts, surtout à l'Ouest évidemment. Et puis vous avez le vote par idéologie, ça c'est très intéressant, dommage qu'on n'a plus Laurent. Le vote par idéologie, les libéraux votent à 86% pour Obama. Ceux qui sont modérés votent à 56% pour Obama. Et évidemment, les conservateurs à 82% pour Romney, ce qui n'est absolument pas une surprise. Il reste quand même des enseignements, peut-être à Thierry Hervé, enfin, ça casse quoi. On se disait tout à l'heure que finalement, on annonçait une élection très serrée. Non. Et il a pris le véritable taux, Roger. Et on s'attendait. C'est-à-dire que même les États les plus souvent annoncés comme conservateurs ont voté pour Obama. Et on parlait beaucoup de l'influence du Tea Party. Alors le Tea Party, c'est la frange ultra-droitière du Parti. Ultra-droitière, et on supposait qu'elle allait avoir une influence importante sur le vote, mais en fait pas du tout. Je pense que leurs excès leur ont valu bien des dégâts, et clairement les gens se sont rendus compte que c'était des gens plutôt dangereux et qui n'avaient pas vraiment, qui étaient très très loin des démocrates. Et on s'aperçoit sur la carte que finalement Obama a vraiment écrasé la concurrence, comme le font généralement les présidents dans leur deuxième mandat. Oui, un point, on va revenir avec Jean après sur l'analyse et la conclusion de ce qu'on fait ce matin, mais vous voyez, la petite nouvelle qui est tombée, qui est passée bien sûr inaperçue, c'est que l'Alaska, qui est l'état le plus à l'ouest et même hors continent, enfin tout à l'ouest là-haut, la fameuse praline dont on parlait tout à l'heure, l'Alaska qui n'a que 3 grands électeurs, parce que c'est un État immense où il n'y a pas beaucoup de gens là-bas, il y a beaucoup plus de rennes que d'êtres vivants. L'Alaska vient de passer sans surprise pour Mitt Romney, ce qui fait que si on revient vers 55,2% résultat définitif, et si on revient à la carte générale et qu'on regarde la statistique tout en haut de la carte, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a plus que l'État de Floride qui est en jeu, les 22 grands électeurs de Floride, si ma mémoire est bonne. Et la statistique donne, enfin les résultats donnent 303, il fallait 270 grands électeurs. 303 pour Obama, 206 pour Romney qui vient de gagner les 3. Alors en Floride, ça c'est très intéressant, sur 99% du dépouillement est fait. 99% du dépouillement est fait, ce qui ne veut pas dire qu'il est validé aux États-Unis. Parce qu'il y a des problèmes de machines électroniques qui posent toujours des problèmes. Obama a obtenu 4 63 796 voix, il est à 50%. Mitt Romney à 3 999 679 voix, il est à 49,2%. Et il reste juste 1% de vote à dépouiller. Donc la seule incertitude, c'est de savoir s'il va vraiment prendre une tôle, Romney, en prenant si Obama prend les 29 électeurs de la Floride, ce qui n'est pas sûr. D'ailleurs, mon avis, on est parti pour le savoir dans 15 jours, cette affaire. Et
Mitt Romney va vraiment prendre la tête. Donc c'est une victoire sans contestation possible d'Obama. Une deuxième information que j'ai relevée tout à l'heure et que j'ai notée, quand j'ai perdu mes notes, si je les ai, au niveau national, le vote populaire, c'est-à-dire, vous savez qu'aux États-Unis, on l'a déjà dit plusieurs fois ce matin, on peut être élu avec une minorité de voix au niveau national, mais comme ce sont les grands électeurs, on est élu. Et bien là aussi, ça ne va pas le faire, sans doute. Alors il faut attendre les résultats de la Floride, bien entendu, pour être tout à fait sûr, mais pour l'instant, c'est serré, mais Obama a recueilli 53 908 296 suffrages et Mitt Romney 53 100 785 suffrages. C'est-à-dire que pour l'instant, si on isole la Floride, et ça, à mon avis, on ne va pas le savoir en 15 jours, ça, cette affaire, eh bien, voilà, Obama est là aussi en tête du vote populaire. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...